merci beaucoup, merci pour l'invitation. Alors je suis doublement mal à l'aise. Mon premier malaise, je l'avais communiqué aux personnes qui ont eu la gentillesse de m'inviter, c'est que la transition écologique, c'est pas du tout quelque chose sur lequel je travaille. Et maintenant, il y a des interfaces, évidemment, et quand je proposais ce de quoi je vais parler maintenant, les organisateurs m'ont dit très bien, etc. Donc on va voir, on va voir si ça vous apporte quelques éléments de réflexion, j'espère. En tous les cas, ça en apporterait plus si j'avais préparé mon exposé après avoir entendu tout ce que je viens d'entendre. Et le second malaise, c'est de passer après Philippe Barret. C'est comme passer après Freddie Mercury dans le festival. Mais bon, j'assume. Voilà, donc ce que je vous propose, et je vais faire quelques précautions oratoires, si vous voulez, suite à ce que je viens de vous raconter, en expliquant ma démarche et ce dont je vais vous parler. Donc il s'agit d'un projet qui vient de commencer aux Philippines, c'est un projet de coopération universitaire. C'est un petit projet, encore une fois je mets en perspective de Philippe Barret qui nous a ouvert une discussion qui va rejoindre sur certains aspects, je vais rejoindre sur certains aspects ce dont il a traité, mais petit projet donc de 5 ans, 2 doctorats à la clé, 500 000 €, voilà, donc c'est très focalisé, c'est petit, etc. Voilà, je préviens ça. Donc il s'agit d'une analyse locale d'une transition agricole aux Philippines. Projet deuxième précaution, projet qui vient de commencer, je ne vais pas pour vous parler de résultats, c'est ce que j'avais mentionné aux organisateurs, je vais plutôt mettre en perspective ma vision du problème et en même temps peut-être faire une réflexion, puisque ça a été abordé tout de même ce matin autour de cette notion de gouvernance par exemple, et bien de comment les réquisites de la coopération universitaire belge qui nous sont imposés pour construire un projet qui pose peut-être des questions en termes d'interface avec les agriculteurs locaux, de comment on construit un projet, est-ce que c'est vraiment une alternative par rapport à des modèles, etc. Et alors, donc vous allez voir, je vais opérer en 3 temps. Donc, premièrement, je vais vous présenter ce projet tel qu'il a été conçu, donc pas tel puisqu'il commence maintenant. Les 2 doctorats que je suis viennent tout juste de commencer, donc on est dans les lectures, etc. Donc vous présentez le projet, et puis là, j'ai tenu à me justifier moi-même de ma présence ici. Eh bien, je vais faire des liens, ça m'a permis aussi, en lisant 2-3 articles, de mettre ça en perspective de la transition écologique, puisque le projet n'a pas du tout été réfléchi dans ce sens-là. Moi, je m'intéresse à des questions de justice sociale dans les pays du Sud, voilà, ça c'est le gros de mon boulot. Et donc, transition écologique n'est qu'une des facettes de cette chose-là, si vous voulez. Et puis alors, je discuterai ce que les 2 doctorats que je suis en philosophie autour de ce projet, ce sur quoi ils vont travailler, et en présentant des dimensions méthodologiques et normatives, donc normatives au sens, non pas imposé, comme l'utilisait Philippe Barret, je ne suis pas normatif, j'impose une chose, non, normatif au sens philosophique du terme, donc réfléchir à toutes les dimensions justificatives, etc., qui se posent dans le cadre de ces choses-là. Voilà. Alors, l'intitulé du projet, vous le voyez, c'est vraiment un projet de sciences sociales, ce qui n'est pas trivial dans la coopération universitaire. Je fais partie des commissions de sélection des projets depuis de nombreuses années, mais classiquement, c'est toujours les VT, les agros et la santé publique, c'est toujours là, et qui en général essayent d'impliquer une dimension éthique ou sciences humaines, etc. Mais donc ici, il s'agit vraiment d'une étude sur les conséquences en termes de justice sociale de la transformation de l'usage des terres dans les uplands. Les uplands, c'est une dénomination géographique et administrative aux Philippines. Ce sont les collines où il y a des nivelés de plus d'autant de degrés, etc. Et donc il s'agit d'analyser les moteurs socio-économiques, c'est-à-dire les motivations socio-économiques et les conséquences en termes de justice sociale du changement d'agriculture. Et le changement d'agriculture dont il s'agit, c'est ceci. C'est que donc, le contexte, donc ça je l'ai travaillé avec mon partenaire local, qui est présent sur le terrain depuis 30 ans maintenant, donc un centre de recherche lié à l'Athénéo de Manila, l'université.
Eh bien, le contexte, c'est qu'on remarque une augmentation de la production de maïs à haut rendement et principalement OGM, hein, c'est Monsanto qui est présent, suite à une demande accrue du secteur de la production de la viande. Deuxième constat, eh bien, c'est que cette augmentation de la production de maïs implique des transformations profondes des pratiques agricoles, puisqu'on passe d'une part d'une agriculture traditionnelle et vivrière à une agriculture de haut rendement et fourragère. Donc vous allez voir, moi je vais présenter les dimensions sur lesquelles on a décidé de travailler dans ce projet, mais vous voyez qu'il y a par exemple des dimensions écologiques absolument capitales qu'on n'aborde pas, des dimensions de santé humaine, de santé, de santé publique, si vous voulez, d'alimentation liée à ce changement d'agriculture, pour ne citer que cela. Et donc nous, on va plutôt travailler, comme vous allez le voir, sur des aspects socio-économiques. Et alors la transformation qui est accomplie maintenant, pratiquement à 100% dans les vallées, cet changement, je parle ici de la production du maïs, hein, uniquement du maïs, s'étend à ses uplands et à sa population indigène. On appelle, c'est une dénomination administrative aussi, les IP, Indigenous People. Et donc, l'hypothèse que je pense qui est partagée par tout le monde ici, hein, c'est que cette transformation a des effets, ou pourrait avoir, ou devrait avoir, que sais-je, le verbe déontique qu'on doit utiliser, des effets négatifs eu égard au bien-être des communautés locales et à la justice sociale. Voilà, ça c'est l'hypothèse de départ. Mais notez-le bien, je le prends comme une hypothèse. Hein. Je ne suis pas un militant anti-OGM, ou que sais-je, on veut vraiment étudier scientifiquement ce qui se déroule là-bas. Voilà, on a décidé de travailler, donc mon partenaire est principalement actif dans l'île de Mindanao. On voit pas le contraste des lumières n'est pas très bon, mais donc c'est trois parties, hein, les Philippines, grosso modo, Luzon avec Manila, capitale, les Visayas, qui est un ensemble d'îles ici, et puis Mindanao, la grande île, avec une grande population dont on parle dans les médias, si vous suivez un peu, musulmane, donc beaucoup de tensions par rapport à l'islamisme. Il est principalement acteur à Mindanao, donc c'est centre de recherche et d'action, mais on va aussi travailler à Iloilo et à Isabela, qui sont deux autres provinces et deux autres régions. Voilà, ça c'est... Alors ceci, alors là, je suis désolé, mais il n'y a pas besoin de dire, je vais vaguement vous expliquer, mais quand je vous disais que j'allais expliquer un peu la procédure aussi, comment on construit un projet, mais ça fait partie de cela. Alors ça me permet d'expliquer les tenants et les aboutissants qu'on a pu mettre en évidence, mais en même temps, parce que moi ça me pose beaucoup de problèmes dans mon travail, c'est comment on réfléchit à ce type de problème, quel est notre rôle en tant que chercheur, d'acteur universitaire, de coopération, par rapport à une problématique sociale qui est quand même importante. Alors ce qu'on a pu mettre, donc ce qu'on nous demande de faire dans la coopération belge, hein, on travaille avec des cadres logiques, peut-être que certains connaissent ces modalités de construction d'un projet, et une des choses qu'on nous demande de faire, c'est de construire un arbre à problèmes, c'est-à-dire que vous devez répertorier un ensemble de problématiques, et par exemple ici, si vous pouviez le lire, c'est toutes les problématiques, alors qu'on a choisi évidemment, et ça se fait avec le partenaire local, des problématiques de type financière, c'est de dire par exemple que les taux d'intérêt des financiers, les financiers ce sont les intermédiaires qui prêtent l'argent et qui font le lien entre Monsanto par exemple et l'agriculteur, et bien les taux d'intérêt qu'ils proposent aux agriculteurs dans leur kit, ils proposent les semences, etc., c'est eux qui vont racheter la marchandise, et bien sont exorbitants, donc c'est du 10% par mois. 3 récoltes par an, ça fait 40% par récolte de taux d'intérêt. Il suffit de rater une ou deux pour les Philippines, les typhons, etc. Et l'agriculteur s'endette terriblement. Et alors si on remonte, c'est un arbre à problème, c'est-à-dire qu'on explique une série de problèmes ici de type financier, des contraintes financières, qui implique que ici on nous dit que les financiers là, ont beaucoup d'intérêt à ce que ça fonctionne, etc. C'est-à-dire qu'il y a un marketing important qui est mis en place, et ce marketing a un effet fondamental sur le choix que les agriculteurs font faire. Ils sont face à un conditionnement social, où il y a une pression, qui font que, et c'est la clé centrale de notre arbre à problème, eh bien que la prise de décision est biaisée, si l'on veut. En tous les cas, c'est aussi une hypothèse que l'on fait, c'est en discutant avec mon partenaire que l'on met ça en évidence.
prise de décision biaisée qui vont faire qu'ils vont opter pour les OGM. C'est ce qui s'est passé dans les vallées, c'est ce qui commence à se passer de manière forte dans les uplands. Et ils vont se mettre en porte-à-faux par rapport à ce système de taux d'intérêt, etc. Et ça en arrive ici. Ici, on explique le jeu de domino, si vous voulez, ou d'une perte de récolte avec des taux d'intérêt importants. Eh bien, ils en viennent à perdre le contrôle de leur terre, tout simplement. C'est-à-dire qu'ils hypothèquent leur terre, et même si légalement ils sont toujours propriétaires, puisque le droit est bardé à ce niveau-là, eh bien effectivement ils en perdent le contrôle. Et donc les terres appartiennent effectivement à Monsanto. C'est Monsanto qui décide de ce qu'on va faire, de ce comment on va. Et puis, impact final, eh bien, c'est inégalité sociale, vulnérabilité, etc. Et alors, vous voyez, l'autre pan de cette chose-là, eh bien, c'est la pression anthropique. Il y a une pression anthropique, il y a des migrants qui viennent des autres îles, etc. Mais ça, on ne s'en est pas occupé. Donc, on décide de travailler sur cet aspect-là qui est la prise de décision. Et donc là, autre réquisite d'un montage d'un projet comme ça, eh bien c'est un arbre objectif, c'est-à-dire que va-t-on faire? On décide de travailler sur la prise de décision, et donc on va essayer d'améliorer l'éclairage, prise de décision éclairée, l'éclairage, l'information, la prise de conscience des agriculteurs, avec 3 types d'actions, mais qui sont d'une part nous-mêmes, c'est les doctorats qui vont être mis en œuvre, et bien une connaissance scientifique des tenants et des aboutissants, des drivers et des impacts, quelles sont les causes, les motivations pour choisir au sein d'une famille, soit on garde le traditionnel, soit on passe aux OGM, et les conséquences en termes de justice sociale. Et puis alors ceci, c'est le renforcement des capacités académiques de mon partenaire, l'Athénéo de Manila, et création d'une information qui va nous servir à ceci, et cela, on espère. Voilà, ça ce sont un peu les contraintes, comment ça brosse le tableau, si vous voulez, du projet. Mais alors, une petite photo simplement de comment, c'est tout à fait anecdotique évidemment, mais c'est le genre de truc qui me tracasse, voyez-vous, et sur lequel j'aime pouvoir réfléchir et j'aime pouvoir le partager avec vous. C'est que ce genre de truc, ça ne s'est pas fait tout à fait à deux, donc là c'est mon partenaire et c'est moi-même, mais ça se fait presque à deux. Il y avait en plus celui qui a pris la photo, et puis là où l'autre qui passait, mais ça ne se fait pas avec les paysans. Donc le montage du projet, l'arbre à problème que je vous ai monté, c'est on pense que ceci, cela. Alors mon partenaire, il est vrai présent sur le projet, sur le terrain depuis très longtemps, mais il travaillait principalement sur les forêts et sur le problème des azates écologiques, donc les typhons principalement. Et donc il n'a aucune connaissance, c'est pour ça qu'il était intéressé d'ailleurs de travailler là-dessus. Donc tout ça pour dire qu'on nous demande de monter un projet avec un financement, etc., qui devrait avoir un résultat en termes de transition écologique, comme on veut, sociale, etc., sur des bases vraiment extrêmement fragiles, me semble-t-il, même si je pense qu'on a fait un travail sérieux, bien fait dans le cadre qu'on nous impose, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et ça pose, me semble-t-il, autre détail par rapport à ceci, c'est que ce qu'on fait là, on a déjà été accepté dans un préalable. C'est-à-dire qu'on a dû remettre un pré-projet où on a déjà dit ce qu'on voulait faire, et l'écriture du projet qu'on est en train de travailler là, l'arbre à problème qu'on est en train de construire, il se fait sur les bases du pré-projet qu'on a fait là, tout à fait dans le vide, si vous voulez. Voilà, et enfin, je comprends que ça ne puisse pas vous intéresser, que ça puisse paraître anecdotique, ça c'est autre chose. Moi, ça me paraît capital. À partir du moment où on considère que l'université, j'imagine que si vous êtes là, c'est que vous le pensez, est un lieu de réflexion de la transition écologique, de l'émancipation, de comment travailler sur les inégalités sociales, etc. Mais c'est avec ces outils-là, en tous les cas, moi que je travaille, et il y en a beaucoup qui le font, puisque c'est quand même un des bailleurs de fonds pour le travail dans le Sud, la coopération universitaire belge, c'est comme ça qu'on le fait, c'est-à-dire qu'on le fait quand même sans beaucoup d'appui préalable, si vous voulez, de reconnaissance. Alors, 3 résultats visés dans ce projet. Mais le premier, c'était les 3 résultats là, qui sont à la base de l'Objective 3, qui devrait mener à un meilleur bien-être des agriculteurs. C'est contribuer à la connaissance scientifique donc des motivations sociales et familiales
comment les prises de décision se prennent en famille, et ça c'est mon collègue économiste du développement qui va travailler à cela, de la perception des risques. Quelle est la perception des risques dans les familles par rapport à un changement d'agriculture? Et puis en aval, si vous voulez, ça c'est plutôt en amont, en aval, les impacts relatifs à la justice sociale du passage à une agriculture high yielding varieties, donc les variétés au rendement. Deuxièmement, ça c'est le deuxième résultat, développer les compétences académiques dans le domaine de la justice sociale et de la soutenabilité sociale, et ça me paraît fondamental également dans une visée de transition écologique dans les pays du Sud ou de transition sociale. Et enfin, ça c'est l'objectif principal, si vous voulez, les deux autres nourrissent celui-là, c'est de favoriser la prise de conscience par les communautés locales, les acteurs de la société civile et les décideurs politiques, et bien de changement de pratiques agricoles par rapport à ces enjeux. Ça c'est l'objet. Deux axes de recherche que je viens de mentionner, c'est l'économie du développement par rapport aux motivations, principalement des familles, et deuxièmement, philosophie sociale et politique dont je m'occupe, éthique du développement, et bien quelles sont les conséquences en termes de développement humain et de justice sociale, eu égard à ces pratiques agricoles. Et donc deux questions la phare, et si certains connaissent le cadre théorique que je vais brièvement présenter par après, ils peuvent déjà voir sur quoi je vais m'appuyer. Quel projet de vie les personnes valorisent-elles? Et deuxième question, quels facteurs favorisent ou empêchent de mener des projets de vie valorisés? Alors, quand je parle de projet de vie ici, est-ce que c'est des modes de vie, des styles de vie ou des genres de vie? Il faudrait pouvoir y réfléchir, mais il s'agit, bon, vous avez peut-être reconnu, c'est le cadre théorique d'Amartya Sen, que je vais réexpliquer tout de suite. Alors, ce projet lucide, c'est l'acronyme comme stratégie de transition écologique, et là je vais aller assez rapidement, si vous voulez. Là, je m'en remets par exemple à Christian Sperger, ancien économiste de l'UCL ici, et donc qui a écrit dans un ouvrage de 2013 un article, un chapitre qui n'était pas intitulé Transition écologique, mais qui en traitait, et qui nous dit ce n'est que dans l'expérimentation à taille réelle, dans les communautés humaines structurées en vue de visées précises, que de nouvelles conceptions de prospérité peuvent se réfléchir. Et en effet, je suis convaincu de cette chose-là, et c'est précisément un des aspects d'un micro-projet comme celui-là, c'est un terrain d'expérimentation, disons. Alors avec toutes les limites que m'a rappelé Philippe Barret, implicitement, c'est-à-dire que quand on travaille dans un micro-projet comme ça, on peut être aveuglé, ou en tous les cas avoir beaucoup de taches noires, de taches aveugles, par rapport à toutes les dimensions politiques ou économiques qui dépassent l'aspect micro, évidemment. Mais je pense tout de même extrêmement nécessaire de travailler sur base d'une expérimentation aussi réelle. Et donc la deuxième citation parle de la même chose. Il importe au plus haut point de stimuler par l'éducation critique et par la mise en circulation d'outils philosophiques et spirituels la capacité des citoyens à évaluer, critiquer, réduire le besoin sans pour autant perdre leur joie de vivre. Et en effet, je pense que cet aspect d'éducation est absolument fondamental, que ce soit l'éducation des agriculteurs, mais également l'empowerment des acteurs universitaires dans ces pays. Et alors ici, je cite Philippe Barret et Van Lokeren, qui reviennent à un chapitre de Philippe Barret dans le même ouvrage, la construction de systèmes alimentaires alternatifs correspond à l'émergence de nouveaux espaces politiques dans le sens où les citoyens qui s'y impliquent trouvent le moyen de réinventer non seulement des systèmes alimentaires, mais aussi des pratiques démocratiques. Et c'est en effet l'objectif final de ce projet, c'est véritablement de transmettre, si vous voulez, il y a toute une phase d'ateliers participatifs, etc., avec des instances politiques, des acteurs locaux, les agriculteurs, pour pouvoir réfléchir à de nouvelles manières de réfléchir à la prise de décision et aux impacts et aux moteurs de ce genre de pratiques de transition. Alors, la dernière citation, un élément essentiel de recadrage de l'expertise et l'élargissement des disciplines qui sont représentées, il est impossible de se contenter d'une expertise scientifique stricto sensu sans intégrer des dimensions économiques et sociales fondamentales. Mais là, je pense qu'ici tout le monde est acquis également à cette dimension, mais je peux vous garantir que dans le cadre de la coopération universitaire belge, dans la plupart des projets qui sont soumis, ce n'est pas du tout le cas. Pas du tout le cas. Hein.
Alors, ce dont je m'occupe, c'est l'évaluation de l'impact de la transition agricole sur la justice sociale. Et pour ça, c'est un parti pris, évidemment, qui est extrêmement critiquable. C'est de choisir une conception de la justice sociale et du développement humain. Et donc, je vous l'ai déjà dit, c'est la conception d'Amartya Sen, alors qui est très critiquable sur certains aspects, mais qui est aussi très porteuse sur d'autres. Et j'ai travaillé ces questions-là de manière théorique. Et si je fais ce choix, il est tout à fait, enfin pas tout à fait, mais il est largement éclairé, et en tous les cas il est assumé. Mais je ne vais pas, enfin on peut le faire en discussion, mais indiquer pourquoi c'est extrêmement intéressant et pourquoi c'est porteur, me semble-t-il. Mais donc si on prend ces deux questions-là, elles renvoient à ce que Amartya Sen appelle l'approche par les capacités et qui donne lieu à des travaux à la fois par des personnes d'ONG, de la société civile, évidemment des universitaires, des économistes, philosophes, sociologues, etc. Il y a une association mondiale de cette approche du développement humain. Et donc, trois aspects, si vous voulez, pour comprendre ce qu'Amartya Sen appelle sa métrique, c'est-à-dire l'unité de justice sociale qui l'intéresse, ou du développement humain. Mais la première, c'est de mettre en évidence quels sont les projets de vie valorisés. Donc là, c'est l'ancrage peut-être utilitariste d'Amartya Sen, dans le sens de la métrique, hein. C'est-à-dire que ça laisse place aux préférences exprimées des individus. Donc il n'y a pas une éthique du bien qui est présupposée, une conception de la vie bonne pour les philosophes qui est présupposée, c'est qu'on s'en remet à l'expression de projets de vie valorisés. Donc par exemple, être éduqué, hein, que ses enfants soient éduqués. Deuxième aspect, deuxième élément de sa métrique, ce sont les ressources. Amartya Sen nous dit, ça il y a toute une tradition, le plus éminent c'est John Rawls évidemment. Ressourcistes, c'est qu'ils disent, on doit pourvoir tout citoyen, par exemple, de droits, de revenus, d'infrastructures, qui doivent lui permettre, chez John Rawls, de mettre en place sa conception de la vie bonne. Hein, chez Rawls, il y a cette ignorance, aussi ce voile d'ignorance par rapport à une conception qui serait supérieure aux autres. Simplement, les ressources, les deux principes de John Rawls, doivent pouvoir permettre aux citoyens d'accéder, de satisfaire leur projet de vie. Même chose chez Amartya Sen, mais il va plus loin, et c'est l'originalité d'Amartya Sen, c'est qu'il nous dit que tout un chacun n'a pas les mêmes possibilités de convertir les ressources en projet de vie accompli. Et l'exemple paradigmatique chez Sen, pour discuter théoriquement son projet, c'est la personne handicapée, tout simplement, qui peut bénéficier des mêmes droits, des mêmes revenus, des mêmes infrastructures que la personne valide, mais qui n'a pas du tout le même pouvoir de conversion de ses ressources en projet de vie valorisé. Qui eu égard, par exemple, à l'éducation de ses enfants, parce que mobilité réduite ou choses pareilles. Et donc, il faut tenir compte de ces facteurs de conversion qui, dans le cadre de l'éducation, les cas paradigmatiques dans les pays du Sud, chez nous aussi probablement, sont par exemple la discrimination à l'encontre d'une ethnie, ou d'une caste, ou d'une classe particulière, qui fait que les enfants quittent l'école après un moment, malgré le droit fondamental qui est accordé, les revenus suffisants, c'est l'école gratuite par exemple, et les infrastructures présentes. Ça, c'est Et donc la métrique d'Amartya Sen, c'est de dire le développement humain et la justice sociale doit s'occuper de voir les réelles opportunités, concrètement, quelles sont les réelles opportunités que les individus ont réalisé, les projets de vie qu'ils ont raison de valoriser. Alors les outils, évidemment, sont extrêmement intéressants sur le terrain, et je vous présenterai brièvement un autre projet pour vous montrer comment on peut réaliser ça. Mettre en évidence les projets de vie valorisés, ça peut se faire par des enquêtes qualitatives, quantitatives, des ateliers participatifs, etc. Les ressources, également, ce sont des enquêtes que les économistes font très bien, ce genre de choses, de mettre en évidence les ressources disponibles. Les facteurs de conversion également, pas de problème. J'attire votre attention sur la deuxième partie de sa métrique, donc que l'on a raison de valoriser. Et c'est là le nœud du problème, c'est pour ça que je parle de dimension normative, puisque, et moi c'est le travail que je souhaite réaliser, les 2 doctorats qui vont se réaliser dans ce cadre-là, traitent de cela. Et ce que j'aimerais bien vous montrer maintenant, c'est la difficulté. Hein, je vais être assez bref, je ne sais pas le temps qu'il me reste, mais de toute manière je peux être bref, il n'y a aucun problème. C'est l'importance de cette dimension de rationalité de la valorisation, ça c'est une chose, de la difficulté de le traiter et de son importance pour traiter par exemple de la transition écologique, comme dans le cas
des OGM qui s'implantent de plus en plus aux Philippines. Alors la difficulté, c'est qu'il faut éviter à la fois un relativisme qu'on pourrait reprocher, et qui a été largement reproché à raison, bien évidemment, à l'utilitarisme, c'est-à-dire d'être à l'écoute de toute préférence exprimée, et de dire, ma foi, le violeur et la violée ont leur utilité qui leur est propre, et de tous être maximisés leur préférence. Donc Et puis un universalisme dogmatique qui lui impose bien, une conception de la vie bonne, ou de l'agriculture bonne, hein, dans le cadre qui nous occupe ici. Et là, c'est problématique, et là, peut-être que vous ne serez pas convaincus comme moi, mais ma position, dans ce cas-ci, je vous l'ai dit, je ne suis pas un militant anti-OGM, et j'adopte une posture relativement neutre. Hein. L'hypothèse, c'est qu'en effet, on suspecte de gros ennuis en termes d'inégalité sociale et de bien-être des communautés par rapport à l'introduction de ces variétés au rendement, mais on veut rester hors d'un universalisme dogmatique militant, prétendant qu'une agroécologie de tel ou tel type serait la panacée et qu'il faudrait pouvoir l'implémenter. Donc on veut être absolument à l'écoute de ce que les agriculteurs peuvent raconter de ces choses-là. Et d'ailleurs, si j'avais plus de temps, enfin si on avait eu plus de temps, j'aurais bien aimé d'interroger Philippe Barret là-dessus. Hein. Il a beaucoup parlé des réunions avec les agriculteurs. Ou bien, Bernard, tu parlais tout à l'heure de... je posais la question, est-ce que c'est documenté, par exemple, que les agriculteurs en Belgique des années 50 n'ont pas souhaité la modernisation qui a été en effet favorisée par les politiques, etc. Voilà la question, on peut en rediscuter tout à l'heure. Mais c'est tout à fait le nœud du problème, hein, c'est-à-dire qu'on part avec une posture neutre en disant, voilà, voyons ce que les agriculteurs pensent de ces choses-là. Alors on se rend bien compte de la limite de cela, puisque les agriculteurs, et c'est ça toute la difficulté, ils sont pris, et je l'ai mentionné dans mon arbre à problème, ils sont pris dans un réseau de financiers, de traders, une pression sociale, etc., migration, hein, pression anthropique, etc., ou est-ce qu'on peut encore parler de préférence véritable, hein? Est-ce qu'on n'est pas dans un conditionnement radical? Et ça, c'est la question normative qu'on pose quand on dit raison de valoriser. Quand quelqu'un s'exprime en disant oui, je souhaite les OGM, etc., ou l'inverse, eh bien, dans quelle mesure est-ce qu'on peut parler d'une valeur rationnelle, si l'on veut, au sens où ce n'est pas simplement une conviction du moment ou une intuition, etc. Et donc là, je ne vais pas entrer dans les détails de cette méthodologie, ça, de l'objectivité positionnelle, qui est un autre concept chez Amartya Sen, qui est extrêmement intéressant, une approche pragmatiste de l'objectivité, mais qui est, si vous voulez, qui permet de naviguer entre un relativisme radical qui serait à l'écoute naïve de ce qui est dit sur le terrain, ou un dogmatisme qui dit, voilà, nous on pense que c'est ça la bonne pratique agricole, par exemple, et qu'il faut freiner tel type et tel type. Mais c'est de pouvoir, l'idée fondamentale, quand je parle de méthode socratique, c'est de pouvoir raisonner à travers des approches participatives, par exemple, avec les paysans, mais pour voir si leur préférence exprimée en faveur de tel type de position agricole ou pas, en faveur de ce qu'ils expriment en termes de motivation qu'ils ont, etc., dans quel sens, par cette méthode socratique, hein, vous voyez le dialogue socratique, oui, mais pourquoi est-ce que tu me dis ça, et pourquoi est-ce que tu as choisi ça, etc., de tout le temps repousser la justification de ce qu'on fait sien, et bien de pouvoir, si vous voulez, accoucher de véritablement ce qu'ils veulent, de pouvoir dépasser précisément des conditionnements sociaux. Alors, très naïf, vous allez dire, mais voilà, c'est l'option qui est choisie, et en effet, je suis très conscient des limites de ces choses-là. Premièrement, les limites de l'approche participative. Hein, je ne sais pas les échos que vous avez déjà eus, mais c'est dans le milieu du développement, mais c'est un buzzword, hein, l'approche participative aussi dans un projet le mot participatif, comme le mot développement durable, genre, etc., c'est des mots qui doivent être dans notre projet. Alors c'est extrêmement intéressant, je travaille là-dessus, mais c'est extrêmement compliqué parce que c'est très bien de faire une approche participative, et je vais l'illustrer brièvement pour terminer mon exposé, mais qui participe d'abord, hein, qui participe à ces ateliers que vous avez organisés, etc., qui parle, hein, et puis surtout qui décide. Et finalement, celui qui décide, en général, c'est le bailleur de fonds. Hein, c'est moi, dans l'occurrence,
qui veut dire, voilà, on nous a dit ceci, on nous a dit cela, mais moi je pense qu'il faut l'interpréter comme ceci et cela. Et alors pour cela, si vous voulez, je termine par là, je ne sais pas où j'en suis, mais je termine par là. Oui. Ok. Eh bien, je vous présente, mais très brièvement pour vous montrer les enjeux de cette approche-là, où l'idée, vous le voyez, c'est d'adopter une posture de neutralité, hein, pour réfléchir avec les acteurs de première ligne, c'est-à-dire les agriculteurs, dans ce cas-ci. Alors il y a la chaîne alimentaire, évidemment, dont va parler Philippe Barret, mais ici on travaille avec les agriculteurs. Mais posture neutre par rapport à essayer de comprendre au mieux quelle est leur situation et comment ils envisagent les choses et quels sont les projets de vie qu'ils valorisent et comment l'agriculture qu'ils espèrent pouvoir mettre en œuvre, etc., sans avoir d'a priori nécessaire par rapport à cela. Et donc de l'illustrer à travers une recherche-action que je mène actuellement également au Pérou. Alors un élément que j'ai oublié, c'est l'inévitable recours à une éthique du bien. Mais pourquoi? Parce que quand vous êtes confronté à une approche participative comme ça, eh bien, à un moment donné, je parle participatif parce que c'est comme ça que je travaille principalement, mais avec des enquêtes quantitatives ou qualitatives, c'est la même chose. À un moment donné, il y a la phase d'interprétation des données. Et spécialement quand vous êtes face à ce que vous pouvez suspecter comme étant des conditionnements sociaux, ce qu'on appelle en théorie du développement les préférences adaptatives, adaptative preference en anglais, ou les préférences adaptées, c'est-à-dire les préférences exprimées qui ne reflètent pas le bien-être souhaité de la personne, mais un conditionnement social lié à des pressions, etc., ce qu'on suspecte qui est le cas dans ce cas-ci. Eh bien, pour trancher, si vous voulez, entre ce qui serait de l'ordre d'une préférence qui serait biaisée par un conditionnement et ce que vous considérez être une préférence qui doit pouvoir être prise en compte pour développer votre projet, eh bien, vous devez venir avec votre conception de la bonne agriculture, de la bonne vie, du bien-être humain, de l'épanouissement humain, qu'est-ce qu'on attend par là, etc. Et donc, on peut difficilement faire l'économie d'une éthique du bien, malgré toute une posture, qui est une posture purement pour les philosophes d'éthique du juste. Hein. On est dans une approche qui est absolument procédurale, et pourtant, à un moment donné, il est impossible de ne pas postuler une conception du bien vivre, de la bonne pratique agricole, qui va permettre de départager, si vous voulez, ce qui se dit dans ce cadre-là. Alors, cette recherche-action au Pérou, mais là, ce n'est pas la transition écologique, même si elle peut avoir un lien direct, et je pourrais imaginer que dans le futur, on aille dans ce sens-là, puisqu'il y a des VT, des agronomes qui travaillent également dans les communautés où on travaille. C'est la coopération belge qui finance ça également. Et là, on travaille sur l'éducation. Il se fait que dans les communautés rurales des Andes, dans la région de Cusco, le district d'Ocombiaté, eh bien, la langue familiale, la langue maternelle, c'est le quechua, hein, la vieille langue inca, mais la langue officielle du Pérou, c'est l'espagnol. Il se fait que depuis 2 décennies à peu près, eh bien, le gouvernement péruvien a mis en place des projets de développement, de renforcement des capacités linguistiques du quechua à des fins de reconnaissance identitaire. Donc la finalité dernière du gouvernement péruvien, je doute qu'elle soit absolument louable, mais en tous les cas, celle qui est explicite, elle est louable, c'est une reconnaissance identitaire des minorités, etc. Et il se fait que dans la recherche que l'on a faite de ce type-là, hein, quel projet de vie valorisez-vous, quels sont ceux-ci, etc., autour de l'éducation, eh bien, ça s'est centré sur l'éducation bilingue, et il se fait que, contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer, et que mes collègues de l'université de Cusco n'imaginaient pas du tout, anthropologues culturalistes qui sont des grands défenseurs, non pas de l'agroécologie, mais du quechua et de la tradition quechua, eh bien, pensaient que les paysans défendaient cette identité culturelle, etc. Et il s'avère que c'est tout à fait l'inverse. Dans notre premier résultat de travail, eh bien, de manière presque unanime, les paysans de ces communautés, ils veulent l'abandon du quechua dans l'enseignement primaire et secondaire, et ils veulent que leurs enfants parlent bien l'espagnol. Pourquoi? Parce que l'espagnol, c'est la langue de la migration. C'est aller à Lima, ou à Cusco, ou aller dans une ville, et ne pas rester avec ce boulot, ce travail d'agriculteur extrêmement précaire, à 4 millions d'altitude, etc.
Et donc, si vous voulez, ce qui est interpellant là-dedans et où je fais le lien, donc j'arrête avec cette histoire du Pérou, si ce n'est que je voulais aussi vous montrer comment ça se passe, parce que pour les philosophes, encore une fois, eh bien, approche participative, c'est lié à l'éthique de la discussion, l'école de Francfort, Habermas, etc. Je peux vous dire qu'on est très loin de la communauté idéale de discussion d'Habermas. Ça se passe à 5h, entre 5h et 6h du matin avant qu'ils aillent au champ. Il y a 40 personnes qui ont dit qu'ils venaient, ils ne sont que 20. Il y a des bambins qui circulent. Donc tout est précaire. Hein. Cette approche participative extrêmement compliquée. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe. Vous voyez, on essaye de mettre en avant l'environnement, l'agriculture, tous des thèmes qui ressortent de ces ateliers participatifs, les choses qui les préoccupent, les choses qui sont importantes dans leur projet de vie, et puis d'essayer de déterminer ce que j'appelais les facteurs de conversion, les ressources, ce qui manque, ce qui ceci, ce qui ça, et puis à partir de là, déterminer une stratégie d'action. Donc c'est à partir de là qu'on a décidé de travailler sur l'éducation, qui n'est pas là d'ailleurs, et puis de travailler sur l'éducation bilingue. Ce qui est important, et le lien que je fais avec ce projet des Philippines que je commence et qu'on peut comprendre comme un projet d'expérimentation de transition écologique, me semble-t-il, sans savoir dans quel sens ça va aller, puisque je vous le dis, ma posture de départ est relativement neutre. Ce qui est perturbant, c'est que tout de même, notre hypothèse de départ, c'est de dire vaudrait mieux pas qu'ils s'engagent de trop dans les OGM, parce que risque, etc. Et qu'est-ce qui va ressortir de ces ateliers qu'on va organiser, de nos études, et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Lorsque vous parlez que la question normative de la raison de valoriser les préférences adaptées, considérer que s'ils me disent « Ah ben ce qu'on veut c'est les OGM », et de dire « Oui mais ça c'est conditionné par… » Qu'est-ce qui me permet de dire ça? Comment est-ce qu'on lève cela, etc. Et donc tout l'enjeu de la recherche, ces deux doctorats qui sont liés à cette recherche, c'est cela, c'est de réfléchir aux aspects normatifs, si vous voulez, pour pouvoir réfléchir à comment cette transition écologique agricole, qu'elle aille d'un côté ou de l'autre, et bien comment elle s'intègre au projet non pas conditionné négativement par un contexte financier, local, social, politique, hein, avec ce président Philippin dont vous avez peut-être entendu parler, qui ne va pas solutionner, qui ne va pas faciliter les choses. Et bien comment réfléchir à ce genre de problématiques dans une visée de conscientiser et vous voyez que, enfin j'espère que vous voyez qu'on peut difficilement, je parle d'une posture de neutralité, évacuer complètement des convictions personnelles qui sont les miennes par rapport à ce qu'est l'épanouissement humain et le bien-être et les risques qu'ils prennent. Voilà, et j'en resterai là. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, merci pour votre présentation. Bon, je suis très sensible à ce que vous dites sur la neutralité que vous voulez adopter et aussi pour laisser pouvoir émerger des idées auxquelles vous n'auriez pas pensé au départ si vous arriviez avec des idées plus orientées. Bon, quand même, moi j'ai un peu de mal à penser qu'avec des OGM on fasse de la transition écologique. Bon, ne serait-ce que parce que ça renvoie à des expériences antérieures, qui sont des expériences de révolution verte, et qui avaient, elles, au moins le mérite de révolution verte dans les pays dits du tiers-monde, qui avaient au moins le mérite d'avoir des variétés adaptées aux sols tropicaux, tandis que les OGM, ils sont d'une certaine façon plus universels. Donc, étant donné qu'il y a déjà une critique écologique de la révolution verte, on peut avoir quelques doutes. Bon, mais je veux dire, je comprends et je respecte la position de neutralité. Mais à partir de là, je voulais vous poser une question, et à partir de la dernière photo que vous avez présentée, j'ai été un peu étonnée que dans la présentation de votre projet, la question du genre, de l'analyse genrée, du rôle des hommes et des femmes, et du rôle des femmes, ne soit pas dans vos objets plus précisément. D'accord, parce que en plus sur les questions agricoles, c'est extraordinairement important, parce que bon, ce qu'on appelle l'agriculture familiale, et surtout dans les pays non occidentaux, c'est une agriculture qui est menée par les femmes. Exactement. Et un des enseignements des révolutions vertes,
c'est que c'est les femmes qui en ont le plus souffert, finalement. Dans les effets, bon, il y a eu des effets de productivité connus des révolutions vertes. Ça a effectivement apporté plus de productivité. Mais dans les effets sociaux négatifs, c'est sur les femmes que ça a le plus porté, parce que, ne serait-ce que parce que leurs activités ne sont pas prises en compte dans les statistiques officielles, et que donc l'effet est effectivement mesurable. Donc la question que je voulais poser, c'est qu'est-ce que vous faites de l'approche genrée et voilà. D'abord, dans les par questions rapport à de la justice neutralité, sociale, par rapport, donc je suis tout à fait d'accord avec vous, parler de transition écologique au sens où on en parle ici. A priori, ça, bon. Dans le terme, bien évidemment. Et quand je parle de neutralité, c'est une neutralité heuristique. Oui, bien c'est un postulat de travail. Ouais. Et je vous le dis, je ne suis pas naïf sur mes convictions et je le maintiens, etc. Donc, mais je pense que c'est important d'être conscient qu'on injecte une base axiologique lorsqu'on traite de manière participative. On injecte aussi des faits et des choses. Ah, bien sûr, bien sûr. Oui, oui, aussi. Par rapport aux femmes, oui, tout à fait. Hein, donc ça, on est bien conscient. Donc j'ai mené aussi un projet précédemment en Inde où ça a été bien documenté. Mais en effet, ce sont les femmes qui sont conscientes de l'impact environnemental. C'est elles qui vont chercher l'eau, qui vont chercher le bois de plus en plus loin. Voilà, c'est ça que je voulais dire. En effet, donc c'est un des différentiels qu'on va étudier, puisqu'on, je ne vais pas expliquer les détails de la recherche, mais on va travailler de manière comparative. On croyait travailler entre agriculteurs qui ont préservé le traditionnel versus ceux qui ont opté pour les OGM, mais apparemment l'impact déjà, l'extension dans les uplands des OGM est trop importante que pour le comparatif puisse se faire. Donc on va plutôt travailler sur un comparatif genre, c'est-à-dire voir quelle est la position des femmes avec cette idée qu'en effet c'est la femme qui est porteur de cette conscience environnementale. Et du lien environnement social. Oui, oui, oui. Ça c'est une chose, et intergénérationnelle aussi. On peut comprendre comment les jeunes générations se différencient de générations qui ont connu autre chose, et de manière plus ancrée, avant l'introduction même dans les vallées quoi, de ce système. Voilà, ça c'est une des dimensions. Oui, merci, c'était tout à fait passionnant. Alors, le parallèle, puisque tu lances, c'est une grosse difficulté, parce que, y compris par rapport au fond, le wallon a disparu. Pourquoi? Parce que tout simplement, après la guerre de 40, il y a une sorte de campagne qui dit on parle français à l'école, et les parents les plus éclairés, entre guillemets, ne prononçaient pas un mot de wallon à leurs enfants, alors qu'ils parlaient wallon avec leurs parents. Donc c'était un suicide. Mais si tu demandais aux gens, comment dire, ils souhaitaient que leurs enfants fassent le mieux à l'école. Donc, ce que je veux dire en termes de... Je trouve que c'est une situation très difficile, parce que tu mises sur une sorte de logique de la discussion, que chacun dise ce qu'il veut, mais en même temps, tu ne peux pas... à la limite, si tu n'amènes pas tes propres positions, tu contribues effectivement. Ça ne m'étonne pas loin du monde ce qui se passe là. Ça s'est passé il y a 50 ans chez nous. Et tu veux dire, la culture wallonne, quelque part, s'est suicidée. Et tout simplement, par souci. Il y a la logique de la modernité. Bon, précisément, la logique de la modernité, c'est à la fois la langue de la modernité et la pratique de la modernité. Alors cette modernité, cette fois-ci, n'est pas plus philosophique mais sociologique. La modernisation de la société, ça passe par l'intégration de la technique et ça passe par l'accès à la langue. J'ai un copain à Montréal. On peut dire la même chose en France. On peut dire la même chose en France peut-être. Pour l'abandon des langues régionales. J'ai un copain à Montréal. Il était grand patron à McGill, dans le labo, donc à McGill, anglophone, dans le labo de neurosciences. Et c'était un des grands militants, indépendantistes du Québec. Donc c'est un francophone, militant francophone, mais son père, de milieu très modeste, a dit il faut que tu fasses des études en anglais, c'est la meilleure manière de réussir. Donc, mais alors si tu comptes sur la perception spontanée des gens pour résister à ça, je veux dire, dans classe, j'exprime, disons,
Mais je reviens par rapport à cette neutralité heuristique, comme postulat de travail, ça c'est une première chose. Donc une éthique du juste plutôt qu'une éthique du bien d'emblée, mais en reconnaissant tout à fait que j'ai mes convictions par rapport à ça. Donc on essaye de comprendre, pour revenir à ceci, de comprendre ce qui se passe, quelle est la perception des gens et tout ça, précisément pour réfléchir avec eux. Mais il faut savoir, alors je ne sais pas la situation du wallon dans les années 40-50 en Wallonie, mais ici, le quechua est un vecteur de stigmatisation terrible, même à Cusco. Cusco, qui est la vieille capitale inca, le cœur du quechua, etc. On n'entend pas parler le quechua à Cusco. Quelqu'un qui vient à Cusco et qui parle le quechua, c'est le mépris total, et alors à Lima, n'en parlons pas. Donc ces parents, c'est avec eux qu'on dialogue, ceux qu'on voit là, des chapeaux, ils ont des petits bouts, etc. Eux, ils veulent, parce qu'ils sont conscients, évidemment, de tout cela. Eh bien, en tous les cas, leur position à ce stade-ci de notre enquête, c'est qu'ils favorisent, ils nous disent, le gouvernement est un peu fort, quoi. D'une part, il prétend défendre notre langue, et puis, d'une certaine manière, on nous stigmatise à cause de cette défense de la langue, quoi. Dès qu'on essaye de quitter, non. Donc il y a une espèce de ce qu'ils peuvent considérer comme un zoo, surtout dans des régions touristiques. Alors où on est, c'est pas du tout, il n'y a pas un touriste qui va là, mais Cusco est extrêmement touristique, etc. Donc il y a tous ces dangers-là, etc. Alors le lien avec la transition écologique, tout simplement, c'est que le quechua également, c'est le vecteur, c'est le langage de la terre. Quoi, oui, des savoirs, les plantes, la biodiversité, tout passe par le quechua. Donc perdre ça, c'est perdre un savoir aussi, un savoir en termes, puisque ce sont des agriculteurs uniquement, il y a quelques petits commerçants. D'autres questions? Une réflexion sur ce qui vient d'être dit. Est-ce qu'il n'y a pas là une trame de l'histoire? Le wallon est passé au français, le quechua est passé à l'espagnol, un peu. Moi, je comprends ces gens et c'est naturel qu'ils aient envie de ça. Et est-ce qu'après, dans 30 ans, le quechua ne sera pas recréer les écoles quechua? Est-ce que ce n'est pas une logique historique et humaine très naturelle? Et qu'est-ce qu'on a pour dire qu'elle n'est pas bonne, que c'est compliqué? C'est compliqué. Non, mais c'est extrêmement perturbant, parce que quand je parle de conviction, je voyais tiquer. Mais parce que c'est pas que des convictions, je veux dire, c'est pas qu'une sorte de choix arbitraire et subjectif du genre, les langues sont. Il y a tout un réseau d'explications qui permet de situer telle position et telle autre. Quand je parle de conviction, c'est des engagements, si vous voulez, par rapport à des choses qui sont documentées. Voilà, il y a possibilité de documenter la diversité des positions, c'est ça que je voulais dire. C'est pas juste ça me plaît pas. Non, bien sûr. Oui, je travaille quand même. C'est ces choses-là. Non, bien évidemment, quand je parle de conviction, c'est de manière bien plus. Mais en effet, c'est extrêmement perturbant de savoir, et je vous dis, mes collègues anthropologues de l'université de Cusco, eux d'autant plus, parce que ce sont des défenseurs du quechua, et ils se demandent comment on se demande si on ne devrait pas réorienter notre recherche vers un travail plus politique, alors, sur la stigmatisation du quechua, mais c'est autre chose, on ne fait plus du travail avec des communautés locales, alors c'est tout à fait autre chose. Et comment dirais-je, j'ai quelques craintes par rapport à ce qui va ressortir de ce qu'on a voulu participatif, etc., aux Philippines, par rapport à ces motivations. Qu'est-ce qui vont ressortir par rapport aux motivations des choix pour passer de tel système à l'autre, en disant, nous on choisit plus de risques, mais aussi plus de facilité si le risque n'est pas létal, etc. C'est la même chose pour le type d'agriculture. Et au fond, tu ne tombes pas dans un milieu où il n'y a pas d'information, où il n'y a pas des images. J'ai aucune idée, je vais travailler sur ce type de sujet. Dans les années 60, effectivement, le plan Mansol se donnait les moyens d'eux, mais je ne suis pas sûr que ça ait été perçu comme une agression. Par certains, ça a sans doute été perçu comme une agression. Pour d'autres, c'était la libération par la modernité. On est moderne, on est de son temps, on avance.
Hein. Aussi, quand tu vois le travail d'un tracteur par rapport au train de chevaux, des chevaux, on aimait ses chevaux. Enfin, quand tu vois le tracteur à côté, tu n'hésites pas 30 secondes. Donc tu vois, et alors si tu passais par une sorte de... Quel est le discours de chacun et ce qu'il souhaite, tu te dis qu'il ne souhaitait pas précisément le plan Mansell. Avec la difficulté, sauf qu'il y a quand même le problème du chômage. Il y a quand même une perte énorme en temps d'emploi. Enfin bon, ça c'est encore noté. Mais je dis, mais dans un système je trouve dans un système de transformation sociale, c'est très complexe. C'est très complexe parce que tu n'arrives pas dans un... Alors si après coup on se dit que, mais après 50 ans d'un certain type d'agriculture, on dénonce des choses. Ok, enfin, l'image il y a 50 ans, c'était une toute autre... Et ça touche même l'architecture. Ça touche même l'architecture. Enfin, bon, je ne vais pas rentrer là. Mais je veux dire, c'est un phénomène très très général. C'est pourquoi je te posais la question par rapport à... Et c'est vrai que je viens, moi, de famille agricole des Ardennes, et je me rappelle quand on a adopté les ballons là. Donc moi j'ai fait la fenaison toute ma jeunesse. Quelle joie pour moi qui était un gamin, évidemment. Mais pour mes cousins, mon père et ma tante qui reprenaient la ferme de mon grand-père, etc., quelle libération ça a été de ne plus devoir organiser toute cette main-d'œuvre dans les 3 jours de soleil qui permettaient de faire la fenaison. Ça, je m'en rappelle clairement, quoi. C'était une opportunité plutôt qu'une perte d'un vécu social. C'est ça. Oui, non, c'est après coup. C'est une fois qu'on l'a perdu. C'est après coup, voilà, exactement. Encore une question? Parce qu'on commence ici.